Bienvenue et bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes historien, auteur notamment du livre Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Et d'ailleurs, est-ce encore un conflit israélo-arabe quand on sait que des pays arabes ont participé à la défense aérienne d'Israël? On en parlera. Mais tout d'abord, Georges Bensoussan, quelle forme prendra la riposte israélienne? C'est une question majeure pour la région et bien au-delà. La plupart des capitales occidentales appellent Israël à la retenue et donc à éviter un affrontement direct avec l'Iran. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de votre point de vue pourquoi cette riposte est importante, voire inévitable? La riposte est inévitable parce que c'est d'ailleurs la situation piégée dans laquelle est Israël, et depuis le 7 octobre d'ailleurs. Parce que si Israël ne répond pas, alors que l'attaque vient d'Iran et que c'est une attaque massive avec 300 engins et 60 tonnes d'explosifs, ça signifie que sa capacité de dissuasion est entamée. Et si Israël riposte de façon trop massive, alors ça contrecarrera les plans et les objectifs de l'allié américain. Donc la voie est très très étroite pour l'État d'Israël. Il ne peut pas ne pas réagir, mais il doit réagir de façon très intelligente, très mesurée. Comment? Je n'en sais rien, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas ne pas réagir. À vous entendre, en tout cas, l'hypothèse d'un affrontement direct, puisque c'est ce qu'on a vécu avec une rupture historique avec l'Iran, pour le moment, en tant que riposte, serait écartée. Pour tenir compte de ce qu'a dit les États-Unis. Plutôt parce que l'État d'Israël ne peut pas se passer du soutien américain. On a bien vu dans la riposte de la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis, la Grande-Bretagne et indirectement la Jordanie ont aidé à l'efficacité du bouclier israélien. C'est important cette aide ou cette contribution de ces pays-là. Ils n'en ont pas fait état par rapport à leur population. Malgré tout, est-ce que vous y voyez cette mise en avant une rupture, ou en tous les cas un basculement dans l'histoire de certains pays arabes? C'est déjà vrai depuis les accords d'Abraham. C'est vrai même avant avec la paix avec la Jordanie et la paix avec l'Égypte, dans la mesure où il y a un axe sunnite qui est particulièrement angoissé par l'offensive millénariste chiite qui vient de l'Iran, qui est une offensive belliqueuse, belliciste, extrêmement dangereuse, pas seulement pour la paix de la région, mais pour la paix mondiale. On voit bien que c'est un régime qui est partagé entre le souci de se conserver et en même temps ses aspirations millénaristes totalement folles. Et donc un régime de ce type-là, de type millénariste, c'est un régime dont on ne sait pas où il peut aboutir demain. Donc cette alliance avec les pays sunnites, c'est quelque chose qui est inscrit un peu, si vous voulez, dans la nature même du conflit. Régime de type millénariste, dites-vous, Georges Bensoussan, et avec quand même le caractère nucléaire de ce conflit qui est majeur, une capacité nucléaire à venir. Vous dites que c'est une menace existentielle, c'est aussi ce que dit Israël, pas seulement pour Israël. Mais c'est pas un ressenti. C'est dit clairement par l'État iranien, qui n'appelle jamais Israël par son nom, mais qui parle de l'entité sioniste, du régime sioniste qui est appelé à disparaître. Le Hamas d'ailleurs dit exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis des décennies, ces gens-là disent à l'État d'Israël et aux Israéliens, vous devez disparaître de la surface de la terre. Ils le disent, mais dans quelle mesure ont-ils les moyens de le faire? Ils ont les moyens de le faire demain. Ils ont prouvé ici, en franchissant un seuil, en envoyant 300 engins, qui n'étaient pas équipés de fleurs, mais qui étaient équipés de 60 tonnes d'explosifs. Si ces engins n'avaient pas été arrêtés à 95%, il y aurait eu des milliers de morts en Israël. Donc on est ici en présence d'un acte de guerre extrêmement grave. Sur le fond. Donc la menace génocidaire, c'est pas un fantasme d'Israéliens ou un fantasme de Juifs obsédés par la Shoah, c'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien, dont je rappelle que c'est un régime où le négationnisme est une idéologie d'État et où l'antisémitisme aussi. Je rappelle aussi qu'en matière de terrorisme, ils ont fait exploser l'ambassade d'Israël en Argentine en 92, et le centre culturel juif à Buenos Aires en 94. 29 morts dans un cas, 85 de l'autre. Donc c'est un État terroriste. Un État terroriste en plus qui, quand je parle de négationnisme, a promu Robert Faurisson comme historien officiel d'Iran pour les questions, entre guillemets, d'Holocauste, comme ils disent. Vous parlez de régime, vous faites la différence avec la population, on va en parler. Fondamental, on va y venir. Mais est-ce que vous estimez, malgré tout, malgré ce que vous dites, Georges Bensoussan, que l'Iran a dû répondre à l'attaque et au bombardement de son consulat iranien à Damas? Bien sûr. L'Iran était obligé, pour rétablir sa capacité de dissuasion et sa crédibilité dans un monde de ses alliés, c'est-à-dire les Houthis, le Hezbollah et le Hamas, etc., de rétablir une crédibilité qui est largement entamée depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que ces gens-là ne se battent jamais directement, ils font combattre ce qu'on appelle les proxys. Donc ils étaient obligés, bien sûr, de réagir, puisqu'ils ont eu des pertes considérables dans la destruction du consulat à Damas, bien sûr. Proxys qui sont les Houthis, qui sont le Hezbollah, probablement d'ailleurs, dit-on que la riposte israélienne pourrait se concentrer sur le Hezbollah libanais, ce qui arrangerait beaucoup de monde dans la région. Bien sûr. Et en même temps, ça n'est pas une réponse tout à fait adéquate parce que les missiles ne sont pas partis du Liban.
Ils sont partis d'Iran. Oui, mais alors si on vous écoute, s'il devait y avoir une riposte proportionnée, elle viserait quand même l'Iran. Ce serait une énorme erreur de la part d'Israël, parce qu'il ne faut surtout pas braquer la population iranienne qui est massivement hostile à ce régime. Il y a eu en Iran, après l'attaque de la nuit du samedi à dimanche, il y a eu des inscriptions sur les murs. Et ces gens qui ont écrit, qui ont placardé ces inscriptions, ont pris des risques morts, disant carrément à Israël en anglais et en persan, frappez-les, le peuple iranien est derrière vous. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une majorité du peuple iranien qui n'attend qu'une chose, c'est que ce régime s'effondre. C'est la réalité quand on dit une majorité, ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir avec nos lunettes occidentales? Il est vrai, Georges Bensoussan, nous avions reçu sur Europe 1 Mona Jafarian, qui préside une association de femmes, Azadi, qui avait dit « Attention, les scènes de liesse que vous voyez après l'attaque iranienne sont orchestrées par le régime. Absolument. Ce n'est pas la réalité de ce que nous pensons. » Pourquoi je dis cela? Parce qu'il se trouve que les hasards de la vie font que je suis lié à un certain nombre de spécialistes d'études iraniennes en France, à l'université, dont d'ailleurs une de mes anciennes élèves, qui a une chaire d'études iraniennes. Et ses compagnons, dont d'ailleurs son compagnon lui-même, qui est d'origine kurde irakienne, mais qui sait parfaitement le persan. Et par eux, je sais énormément de choses qui ne passent pas dans la presse française. Donc, quand je dis que le régime n'est pas aux abois, loin de là, mais que c'est un régime impitoyable, qui fait montre de la même cruauté, de la même violence que le nazisme envers ses ennemis, mais qu'en même temps il y a une énorme capacité dans la société iranienne, volonté de la population iranienne à se débarrasser de ce régime. Ce n'est pas un fantasme, si vous voulez, ce n'est pas seulement mes propres désirata que je projette sur l'actualité politique. C'est une réalité. Il y a, Georges Bensoussan, dans une partie du spectre politique français, à l'extrême gauche, certains élus, notamment Irsilia Soudé de la France Insoumise, qui a comparé Israël et l'Iran, parlant de deux théocraties. Il y a aussi une conférence prévue à Lille de Jean-Luc Mélenchon, dont l'affiche fait polémique. Vous la voyez, je la décris pour nos auditeurs d'Europe 1, actualité en Palestine, et puis avec Rima Hassan. Oui. Comment vous réagissez et comment vous expliquez aussi que ce discours infuse en partie en France, et pas qu'en France? Alors d'abord, qu'Arsilia Soudé puisse dire qu'on a affaire en Israël à une théocratie, soit c'est de la bêtise crasse, soit c'est de la mauvaise foi absolue. Bon, c'est probablement un mélange des deux, un mélange de bêtise, profondément, d'ignorance et de mauvaise foi. C'est-à-dire que dans l'État d'Israël, l'instance suprême n'est pas le tribunal de la halakha, l'équivalent de la charia, si vous voulez, pour les musulmans. L'instance suprême, c'est la Cour suprême, c'est-à-dire une démocratie. Et une authentique démocratie, ce n'est pas pour faire plaisir aux Israéliens qu'on dit toujours que c'est la seule démocratie de la région. Donc d'une part, ça n'a rien à voir avec une théocratie. D'autre part, quand je vois Rima Hassan sur cette photo que vous projetez, qui est en 7e position, je crois, éligible. Sur la liste, tout à fait. Or, son slogan, c'est « Palestine libre du fleuve à la mer ». Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate demain élue, qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française. C'est le cas en France. C'est une honte absolue. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Mélenchon, Doriot, même combat, oui, ça va même faire combat. Ce que vous dites. Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939. Israël et surtout Benyamin Netanyahou étaient très isolés sur la scène internationale du fait de la guerre à Gaza et du lourd bilan humain. La France avait haussé le ton, pas seulement la France. Est-ce que cette attaque iranienne, paradoxalement, inverse le cours des choses ? Pas vraiment sur le fond, à savoir que malgré tout, l'attaque iranienne a montré que les lignes de force mises au pied du mur, c'était quand même, qu'on le veuille ou non, un axe sunnite, israélo-américain, qui s'opposait à l'expansionnisme chiite. Ça, c'est une chose. Mais que la rue arabe est embrayée derrière les gouvernements, ça, j'en suis pas sûr du tout. Je pense que la rue arabe est foncièrement anti-israélienne. Les accords d'Abraham, par exemple, sont des accords signés avec des gouvernements. Je pense pas que la rue marocaine soit très favorable à ce qui s'est passé, à le rapprochement avec Israël. L'armée israélienne, Jean-Luc Bensoussan, affirme que les otages sont désormais à Rafah, ce qui justifierait, selon Tsahal, à leurs yeux, une intervention dans cette ville, et ce, malgré les mises en garde de Washington et d'autres capitales internationales qui craignent un bain de sang sur place. D'abord, parlons des otages. Malheureusement, on en parle peu, nous
tous, et là c'est une forme d'autocritique, si je peux me permettre. Est-ce que ces otages sont passés, c'est terrible à dire, au second plan aujourd'hui ? On a l'impression qu'ils sont passés au second plan, et ce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a toujours des négociations qui se passent au Caire, c'est qu'à plusieurs reprises, des offres ont été faites au Hamas, et que le Hamas, dernièrement encore hier, les a refusées. Il a même accepté de ne livrer que 20 otages, un jour c'est 40, un jour c'est 20, etc. En réalité, ce qu'on peut craindre, c'est qu'un grand nombre d'otages soient morts, et que le Hamas ne puisse pas le dire. La deuxième chose qu'on puisse craindre, c'est que Yahya Sinwar, qui est probablement dans le sud de la bande de Gaza, veuille garder les otages comme bouclier humain autour de lui. Donc, les semaines traînent de plus en plus. On sait que les otages vivent un enfer. Et il y a fort à parier, malheureusement, qu'on n'aura pas 134 otages, mais probablement très très peu d'otages encore en vie d'ici quelques semaines. Le Hamas est en grande partie, en tout cas en partie, quand même détruit ou anéanti. Mais qu'en est-il du bilan pour arriver à là? Et que répondez-vous, Georges Bensoussan, à l'idée selon laquelle ce bilan humain va être un carburant, un moteur puissant pour recruter de futurs ennemis d'Israël? Vous avez raison. Voire terroristes. C'était ça le piège du 7 octobre. Israël ne pouvait pas ne pas réagir, mais Israël réagissait dans un milieu urbain où forcément il y aurait des pertes civiles considérables, qu'on doit évidemment déplorer. Mais ce qu'on peut remarquer, et Luc de Barochet dans Le Point l'a très bien fait remarquer ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas de guerre propre. C'est un concept absurde. Mais il y a des guerres moins sales que d'autres. Et Luc de Barochet disait, Israël mène une guerre probablement moins sale que d'autres dans la région depuis le 7 octobre. Même si cette dialectique peut choquer. Hein. Oui, elle peut choquer. Mais j'explique. Et je reprends les chiffres de Luc de Barochet. Il dit que dans les conflits modernes, tels que définis par les Nations Unies, le ratio entre combattants et morts civiles est de 1 à 9, c'est-à-dire 1 combattant tué et 9 civils tués. Dans l'histoire de la bande de Gaza, même si on s'en tient aux chiffres du Hamas, qui sont probablement des chiffres mensongers, puisque le Hamas ment en permanence, mais admettons qu'il y ait 33 000 victimes, ça signifierait, vu le nombre de combattants tués, qu'il y aurait 1 combattant tué pour 2 civils tués. C'est-à-dire que Luc de Barochet a raison de dire, ça n'est pas une guerre propre à l'évidence, sans doute moins sale que d'autres. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui est frappant dans ce conflit, c'est une phrase qui a été écrite dans le Nouvel Observateur il y a quelques années. Je vais vous la lire. Voici ce que disait l'homme politique français qui le dit en 1982, au moment de la première guerre du Liban, il y a 42 ans. Le spectateur qui voit les images projetées à la télévision est naturellement enclin à penser que c'est toute une nation qui est écrasée sous les bombes. On parle de juifs, tueurs d'enfants, de génocide, d'holocauste, comme si c'était l'objectif même du gouvernement israélien de massacrer délibérément des civils et des enfants. Fin de citation. C'était il y a 42 ans au moment de la première guerre du Liban. Vous savez qui est l'auteur? Pierre Mendès France. Pierre Mendès France. Quand j'ai lu cette phrase hier... Vous reprenez mot pour mot. Mot pour mot. Quand j'ai lu cette phrase hier, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais rien n'a bougé depuis 42 ans. On est dans un schéma mental où l'État d'Israël est devenu l'État paria, qui succède au schéma du peuple paria de jadis. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, de toute façon, et c'était joué dès le 8 octobre, l'État d'Israël sera en position d'accuser. Expliquez-nous comment, alors, ceux qui pensent, comme on les appelle en France et dans d'autres capitales occidentales ou ailleurs, mais les intellectuels, en partie, participent de cette... Français. Et là, je recommande la lecture de François Doss, qui a fait une superbe somme sur la saga des intellectuels français depuis 1945, qui vient de sortir chez Folio Gallimard. Si vous prenez l'histoire des intellectuels français depuis 1945, vous constatez qu'un très grand nombre d'intellectuels français, en particulier à gauche, surtout à gauche malheureusement, se sont fourvoyés d'erreur en erreur depuis 1945. C'est la guerre froide où, sous la houlette du Parti communiste français, on a soutenu les camps soviétiques, on a soutenu les délires biologiques de Lysenko. C'est la Hongrie en 1956, c'est la folie pour la révolution culturelle chinoise. On n'a pas voulu voir les millions de morts de la Grande Famine et de la Révolution culturelle. C'est l'engouement pour les Khmers rouges qui arrivent à Phnom Penh en 75 et ensuite on sait ce qui s'est passé. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose avec aujourd'hui. C'est la même chose avec aujourd'hui un autre pôle de cristallisation, une autre patrie rêvée qui cristallise tous les espoirs de l'humanité, c'est la Palestine. Mais de quoi la Palestine est-elle le nom? C'est un peu ce qu'on est tenté de demander aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'a été la saga des intellectuels français à gauche depuis 1945, on ne peut qu'être évidemment dubitatif et sceptique. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une folie moutonnière, d'une bêtise moutonnière qui est extrêmement grave sur le fond, mais dont demain, les Israéliens sont les seuls à payer l'addition. Et avec eux, les Juifs du monde entier. Merci Georges Bensoussan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, évidemment très éclairant en cette période, Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Merci.